Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine. Chers auditeurs de Radio JM, bonjour. L'antisémitisme est à son plus bas niveau historique en Russie. Voilà un constat qui semble tout droit sorti d'un document de propagande soviétique. Énoncé par Berl Lazar, le grand rabbin de Russie, le 28 janvier dernier, en ouverture du 7e congrès de la Fédération des communautés juives de Russie, l'affirmation a tout d'une galéjade. Elle se vérifie pourtant à travers tout le pays où jamais la religion mosaïque ne semble avoir fait autant d'émules et où le nombre d'agressions antisémites a très largement décru au cours de la dernière décennie. Si la Russie ne s'est pas vraiment manifestée comme un havre de paix pour les Juifs dans l'histoire, il semblerait que la situation ait au cours des 20 dernières années considérablement évolué au profit d'un apaisement et dans le contexte d'un retour général du religieux, que ce soit chez les orthodoxes, les musulmans ou encore chez les juifs, désormais tous autorisés à pratiquer leur religion respective, chacune mise à mal sous le communisme. Opérons, si vous le voulez bien, un petit tour dans le passé pour découvrir la situation des Juifs en Russie au fil de l'histoire. Alors, outre la légendaire épopée des Khazars, cette tribu turque convertie au judaïsme au début du Moyen-Âge, dont parle l'explorateur juif Benjamin de Tudel dans son célèbre Kuzari, peu d'informations concernant les populations judaïsantes nous sont parvenues depuis l'Antiquité et au cours du Moyen-Âge. Des traditions rapportent que dans le Caucase, le judaïsme tirait ses origines de l'époque du premier temple, à l'heure où les Israélites furent déportés dans le nord de la Babylonie et où certains furent installés dans les régions septentrionales de l'actuel Iran. Les Juifs des montagnes, que l'on retrouve aujourd'hui de la Géorgie à l'Azerbaïdjan, en passant par les territoires russes enclavés entre ces deux États devenus indépendants de l'Union soviétique en 1991, seraient aujourd'hui encore un petit millier à vivre en territoire russe. D'anciennes communautés juives sont également attestées en Crimée, une région du sud de l'Ukraine, retournée à la Russie en 2014, ainsi que le long du littoral oriental de la mer Noire. Ces communautés sont pour certaines constituées de juifs romagnotes de culture grecque, pour d'autres, de juifs turcophones, ou bien d'ascendance tatar, ou bien descendantes de conquérants ottomans, qui au début de l'époque moderne annexèrent une partie de l'actuelle Ukraine. Ailleurs, dans ce qu'il est aujourd'hui coutume d'appeler la Russie centrale, les communautés juives sont en revanche bien plus récentes. Interdits de séjour dans les territoires allant de Saint-Pétersbourg à l'Extrême-Orient à l'époque moderne, les Juifs furent le plus souvent contraints d'habiter des territoires limitrophes, regroupés sous le nom de zones de résidence. Nombreux en Lituanie, en Biélorussie, en Ukraine, en Pologne ou encore en Bessarabie, l'actuelle Moldavie, certains s'aventurèrent au mieux temporairement dans le centre de l'immense empire des Tsars pour y commercer. Mais de façon générale, il est à noter que les Juifs furent interdits de séjour à Moscou, Saint-Pétersbourg et dans les autres grandes villes de Russie centrale jusqu'au milieu du XIXe siècle, période à partir de laquelle l'élite juive sera progressivement tolérée. En 1859, seront autorisés à s'y installer quelques grands négociants, suivis un an plus tard par des professeurs issus des grandes universités. Mais dans l'ensemble, il faudra attendre 1917 et la révolution bolchevique pour que la liberté de circulation devienne véritablement totale. Le régime soviétique, soucieux de gagner le soutien des masses juives, leur offrira alors des terres qui leur étaient auparavant interdites sous les tsars et leur donnera la possibilité de développer une culture yiddish, laïque et pro-soviétique, tout en réprimant parallèlement les aspirations sionistes naissantes. En 1928, Staline sera même à l'initiative du premier État juif moderne dans la région autonome du Birobidjan, dans une zone glaciale et infertile de l'Extrême-Orient. Puis, la paranoïa et la mégalomanie du dictateur soviétique allant, le gouvernement fera fermer les synagogues, les écoles talmudiques, et se mettra à persécuter tout ce qui s'apparente à des associations religieuses. La communauté juive de Russie paiera un très lourd tribut lors des grandes purges, au cours desquelles de nombreux soutiens de Lénine en 1917 seront fusillés ou envoyés au goulag.
Suivra la Shoah par balle et ses 1,5 à 2,5 millions de victimes à travers les territoires sous contrôle soviétique. La chute du nazisme ne marquera pas la fin des persécutions. Notons qu'à partir de 1948, l'antisémitisme deviendra même la politique officielle du régime stalinien sous couvert de lutte contre le cosmopolitisme. Prisonniers d'un État qui les opprime et qui les enferme dans ses frontières, les Juifs ne seront pas autorisés à émigrer avant la fin des années 1980, période lors de laquelle Mikhaïl Gorbatchev amorcera enfin un début d'ouverture. Des centaines de milliers de personnes s'engouffreront alors dans la brèche jusqu'à un certain tarissement au cours de la seconde moitié des années 2000. Désormais, les départs vers Israël, vers l'Europe et vers les États-Unis se raréfient, alors que la pratique du judaïsme est devenue légale et bénéficie d'une reconnaissance officielle. Aujourd'hui, 140 villes de Russie accueillent une communauté juive pour 160 synagogues et centres communautaires à travers tout le pays. Et cela sans compter les nombreuses écoles et jardins d'enfants, une université hébraïque, des centres d'aide humanitaire, des programmes éducatifs pour jeunes et un gigantesque centre et musée juif de la tolérance dont les portes ont ouvert en 2012 en présence du ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov et du président israélien d'alors, Shimon Peres. En espérant que cette chronique vous a permis de découvrir un monde encore méconnu d'Europe orientale, je vous souhaite un excellent Shabbat et vous dis à la semaine prochaine si Dieu veut. Au revoir. Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine.